À la Châtre. À la Châtre, mais avant. Mais bien avant le Cousa, Lacou. Avant Paris, avant le Maroc. Et il y a eu, j'ai ressenti très tôt ce petit bruit à l'intérieur de moi, ou ce petit sursaut dans ceux qui me croisaient, ou à qui j'avais adressé la parole, ou qui me demandaient, à qui j'adressais moi-même la parole. Il y a toujours eu ce petit saut, ce petit sursaut, comme un petit signal qui, au début, je ne le saisissais pas, bien sûr, pleinement, mais même en étant enfant, je l'avais. J'avais ce besoin d'écouter, d'observer. Enfant, je l'ai dit, je me mettais sur mon petit lit. J'aimais que ma mère tire le rideau, m'ayant dit « Tu te reposes ?» Je disais « Oui, je veux dormir ». Je me suis souvent réfugié dans ce premier mensonge que j'ai peut-être étiré tout le long de ma vie après. J'ai besoin de me reposer. Très souvent, c'était le cas. J'avais besoin de me reposer. J'avais les jambes molles. J'avais la tête qui tournait, surtout quand j'étais enfant. La tête qui tournait. Je voyais brusquement la rue se mettre, non pas à l'envers, mais sur le côté. Le trottoir, la petite rue, elle remontait, et toujours du même côté, sur la gauche. Je m'étais mis à tordre ma tête à droite pour essayer de voir où j'allais. Et sinon, j'étais très gêné dans ces moments-là de vouloir poursuivre ma marche en tenant ma tête tout à fait droite. Alors c'est ce qui m'amenait effectivement à utiliser cette sorte de malaise qui était moins un malaise physique que une certaine difficulté à organiser, disons, les rapports que ma mère souhaitait que j'aie avec les autres. Ça n'a duré d'ailleurs que très peu de temps. Elle s'est lassée. Elle s'est lassée, mais elle a fait un rétablissement par la suite. Il y a eu un moment où elle me disait « Mais tu dois bien avoir quand même des petits copains. Tu peux pas rester toujours tout seul sur ton lit, dans la cave. C'est pas bien, c'est même pas sain. Tu comprends ce que ça veut dire ?» Je répondais toujours « Oui, maman. Ouais. » Je lui disais « Je suis vite fatigué, tu sais. » Et c'était pas vrai. Elle sentait que ça pouvait ne pas être vrai. Mais elle me disait, du coup elle me permettait de le repenser, de le dire à nouveau dans la soirée, le lendemain, la matinée, l'après-midi. Elle me disait « Tu es palichon, mais est-ce que tu peux être palichon ?» Alors je disais « Oui, je suis fatigué. » Je sautais sur ce qu'elle me disait. Mais cette sorte de déclic que j'avais remarqué, et qui, quand j'étais enfant, me faisait seulement croire que j'avais entrevu... Comment appeler ça? Souvent, je croyais que les adultes étaient ou bien très violents, ou bien très amusants. Il y en avait moins d'amusants que de violents, mais je les avais répartis en deux camps. Il n'y avait rien de plus à attendre du côté des amusants que du côté des violents. Et j'ai été peut-être élevé dans cette conception-là d'adulte, de ma mère. Mon père, non. Mon père ne se chargeait pas du tout de me faire passer des messages. Il détruisait d'ailleurs les messages que ma mère me passait. Mais les messages que ma mère me passait, c'était « il faut bien écouter, il ne faut pas trop parler, il faut essayer de s'en sortir de là, il faut ». Et c'est pourquoi, disait-elle, il faut que tu bouges, que tu joues un peu. Peut-être que plus tard, ça va te faire des copains, ça. Tu peux pas rester tout seul. Tout seul, c'est pas possible, mon petit.
Alors elle me poussait. Je montais les escaliers de la cave, j'arrivais sur la chaussée. Qu'est-ce que je pouvais faire et où est-ce que je pouvais aller? J'étais allé quelque temps. Premier petit groupement de personnages, c'était le patronage. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Je retrouvais là où les enfants qui étaient les fils de ceux qui étaient violents, eux-mêmes violents, ou bien les autres qui n'arrêtaient pas de faire des pitreries, des farces. Ça m'amusait très peu. Ensuite, je me renfrognais, je restais dans un coin. Alors on m'a mis à deux patronages, à un patronage qui était le laïque. Je m'y emmerdais copieusement parce que dans le patronage laïque, c'était surtout le sport. Or, tout le temps de mon enfance, le sport, je ne pouvais pas le faire. Je m'étais pas réfugié dans la difficulté respiratoire, mais j'étais continuellement là-dedans. Si je courais de trop, j'avais envie de tousser, je crachais. Si je faisais un effort, je manquais d'air. Si j'insistais ou si on me disait mais non, il faut dépasser ça, allez, allez. J'avais une migraine et ça pouvait aller non pas jusqu'à l'évanouissement, mais besoin de m'asseoir là où j'étais. Alors, par contre, dans quelques rares rencontres avec les adultes, quand je croyais avoir vu, je pourrais dire leur façon d'être, c'est comme ça que je pourrais dire aujourd'hui, la manière qu'ils avaient, en quelque sorte, eux qui avaient appliqué quelque chose que ma mère voulait que j'applique pour devenir comme ils étaient. C'est-à-dire qu'ils avaient compris. Il fallait donc que je comprenne. Je dois bien avouer qu'aujourd'hui encore, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment je dois m'y prendre. Je n'ai d'ailleurs plus du tout envie de comprendre quoi que ce soit depuis très longtemps. Je me souviens quand j'étais au Maroc, j'étais pas sûr de rentrer en France. Je ne savais absolument pas quoi faire. Je ne voulais pas retourner. Je voulais pas retourner à l'usine. Je n'avais pas voulu y retourner à la Libération. Je n'allais pas y retourner à ma démobilisation, à ma propre nouvelle libération. Donc pas d'usine. Je m'étais pas encore marié. Je me suis mis en tête de trouver au Maroc quelque chose. Et je voyais bien que justement, comme je n'avais rien compris, je n'allais rien trouver. Et je me suis quand même présenté. J'étais un Français qui, une fois libéré du service, de son engagement militaire, se préparait à, rentrant dans le civil, faire quelque chose. Et qu'est-ce que vous savez faire, me demandait-on. Je ne savais pas quoi répondre. Ça, j'avais bien compris ce qu'on me posait comme question. Qu'est-ce que vous avez comme diplôme? Est-ce qu'on peut dire on n'en a pas? Alors pourquoi est-on venu si on dit on n'en a pas? Par contre, j'avais bien une formation de bronziste au Maroc. Bon. Alors électricien d'entretien. Technicien. Je ne pourrais pas dire oui, c'est pas vrai. Alors ouvrier, un Français ouvrier au Maroc, ça existe, mais c'est rare. Et puis qui sort de l'armée? Non. Donc autre chose, qu'est-ce que vous avez fait comme école? Une fois j'ai dit, comme tout le monde, enfin comme presque tout le monde, l'école normale. Mais pour moi l'école normale, c'était évidemment l'école communale. Ah, mais si vous avez fait l'école normale, les bras au ciel, très bien. On a besoin des gens comme vous. C'est après que j'ai compris. J'ai pas répondu aux propositions qu'on me faisait. Alors quand je rencontrais, quand j'ai eu 15 ans, 16 ans, quand je suis arrivé dans l'usine chez Farman, j'ai pas eu besoin de composer un rôle. Je me présentais en quelque sorte.
J'étais bien serré dans mes bleus. Mon froc tombait pas trop mal, il était propre. Ma veste, je l'avais bien serrée. J'avais toujours une petite chemise avec la cravate. Une cravate presque noire, bleu marine. Un bleu très foncé. Qui faisait demander aux gens, t'es en deuil? Assez souvent, je répondais oui. Et quand on me disait qui, oh, je disais chez moi, tout le monde meurt. Alors, c'est une manière d'écarter les autres, ça. Alors, je me suis présenté à l'usine. On m'a dit, qu'est-ce que tu sais vraiment faire? On voyait que j'étais jeune, mais quand j'avais 15 ans, j'en paraissais déjà 18-19. J'étais un peu maigre, mais j'étais grand. J'étais déjà barbu, poilu. Alors j'ai pas tellement eu à mentir. J'ai dit, je sais installer des lignes, tirer les câbles, faire tous les branchements. Enfin, tout ce qu'on fait quand on est là, dans l'électricité. C'est tout ce que j'ai dit. Et le type à qui j'ai répondu ça, qui était apparemment mon chef si je rentrais dans l'usine, m'a tout de suite dit, oh ben, ça tombe bien parce que j'ai besoin de quelqu'un comme toi. C'est là que j'ai compris que lui, dans sa façon, il ne savait pas faire grand-chose. Moi non plus. Mais de m'être tenu devant lui et d'avoir parlé, j'y étais pour rien si j'avais la voix que j'ai. Je ne sais pas si j'avais une voix persuasive, je ne sais pas si j'avais une voix qui tissait la confiance entre eux et moi. Mais non pas que très vite, en admettant qu'il y a eu des frontières, lui chef, moi ouvrier, en admettant qu'elle puisse sinon tomber, en tous les cas se passer, s'enjamber facilement, très vite, il y avait une sorte de confiance qui s'établissait quand même. On me faisait confiance. Je ne trouvais pas que la confiance était tellement mal placée, mais mes compétences n'étaient pas à la hauteur de la confiance qu'on m'accordait. Ça a toujours été mon problème, ça. Je me souviens, aussi j'ai fait des cours du soir. C'était organisé par la Chambre de commerce de Paris. Je ne sais pas comment j'étais allé atterrir là-dedans. C'était les patrons qui venaient plus ou moins chercher dans un vivier les futurs ouvriers qu'ils allaient employer, qu'ils repéraient. On avait tous, paraît-il, un dossier sur les reins. On était comme ci, comme ça, etc. Bon. Qu'est-ce qu'on pouvait dire de moi sur un dossier pour moi? Rien. Il parle pas. Il n'a pas de copains. Il travaille. Alors est-ce qu'on disait il travaille bien, il travaille pas bien, il est sale, il est propre, ça j'en sais rien. Mais il se présente toujours en étant proprement habillé. Il se lave les mains et la figure en sortant. Il range bien ses outils. Moi je sais pas quelle connerie on peut dire. Et j'avais été pêché par un patron qui avait des grands chantiers ici et là, qui m'avait dit quand tu auras fini tes cours du soir, tu viendras chez moi. Tu continueras encore d'autres cours du soir, mais moi je te prends comme ouvrier. Je te payerai ça, etc. J'ai commencé à rien comprendre. Dès qu'on rentrait dans des choses soi-disant pratiques, cette pratique-là, je ne la comprenais pas. J'avais de tout autre réseau, des chemins, rien ne ressemblait à ce qu'on me demandait. Rien ne pouvait concorder à tout ça. Il allait donc falloir que je fasse comme si je comprenais et que je ne me foute pas la gueule par terre. Mais par contre, je savais, effectivement, on me disait, prends ta boîte à outils et tends un câble de là jusqu'à là, ça je pouvais le tendre. Plus ou moins droit, mais je le tendais. À la longue, je finissais par le tendre droit. Alors lui, ce patron, il me parle, il m'explique. Il est en train de me faire un dessin, tout mon avenir. Si ça marche bien, comme il croit, parce qu'il a l'œil, dit-il. Donc il avait l'œil sur moi. Ouais. Il a l'œil, il voit qu'il pourra faire quelque chose avec moi. Que là, je vais être pendant quelques années comme ci, comme ça. Bon, après la guerre, ça va s'arrêter. Après, je deviendrai un homme. Et là, j'aurai une équipe. Et puis après, plusieurs équipes, si ça se trouve. Il est tout à fait prêt à me faire confiance.
Il me mettait la main sur l'épaule, j'aime les gars comme toi. J'étais convaincu qu'il se foutait dedans. Et qu'il était en train de me foutre dedans en même temps. Ma mère aurait été là, naturellement, elle m'aurait poussé dans les reins en me disant « Vas-y, vas-y, c'est bien. Ouais. » Mon père, s'il avait été là, m'aurait peut-être dit « Écoute, ça parle, mais fais attention. Ne te lie pas. » Sans doute. Sans doute. En tout cas, ça n'a pas duré. Ma bonne bouille, si on peut dire, cette présentation que j'avais, une sorte d'ouvrier propre. Mais j'étais pas un ouvrier et j'étais pas propre. J'étais un bonhomme, j'étais en passe de devenir un bonhomme, mais j'étais déjà un petit bonhomme. Ben ça, je ne le montrais pas sur ma tête, parce que ça se montre peut-être pas. Et puis, je peux même aussi dire que c'était pas encore totalement révélé, tout ça. Mais qu'est-ce qui allait se révéler? Pourquoi ça allait se révéler? Comment ça allait se révéler? Devant qui? À l'occasion de quoi? Mais il y avait des millions de routes qui étaient là, qui s'offraient. Laquelle prendre qui était la bonne? Pas la bonne pour avoir une situation. Et dès le départ, j'ai pas voulu de situation. Enfin, j'ai pas voulu de situation. Pas vrai non plus, faut pas que je mente. Je ne cherchais pas, je voulais pas, je me disais pas. Ce qu'il faut, c'est être pépère. Jamais. Dans le quartier, il y avait déjà les gosses qui pensaient comme ça. Être pépère. Il y en a qui voulaient être flics, on serait pépère. Il y en a qui voulaient être facteur, on serait pépère. Il y en a un autre qui rentrait à la SNCF. Oh, le chemin de fer, c'était le paradis, ça. Quand ma mère m'en parlait, je voyais bien qu'on ne pouvait pas arriver à se comprendre. Et puis dans le fond, elle devait certainement me comprendre, mais avoir peur de ce qu'elle comprenait. Elle me disait ce qu'il faut, quand on est comme tu es, avec une santé un peu fragile, tu sais, chez nous. Et merde, j'avais envie de lui dire. J'en ai marre d'entendre parler de la santé tout le temps. Eh bien, il faut se protéger, il faut trouver quelque chose, un bon travail. La sécurité, tu vois, c'est ça. On ne l'a jamais eu, nous, dans la famille. Tu l'as vu quand même, tu le comprends, ça. T'es pas sot, toi. Si j'avais pu te faire des études, tu serais allé loin, tu sais. Oui. Elle pataugeait complètement, la pauvre. Alors je disais oui, t'as raison, t'as raison. De toute façon, ça ne m'engageait pas, ça ne l'engageait pas non plus. Elle n'aurait jamais rien fait contre moi. Elle a bien essayé de me pousser ici et là, ça ne marchait pas. Ma tête, quelquefois, jouait complètement. Les types disaient « Ah non, pas ça. Pas ça, c'était moi. Moi, j'étais ça. Pas ça, madame. » Ah bon. Ma mère se demandait qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que tu lui as dit. Je sais pas, moi, rien. Je l'écoutais. Mais qu'est-ce que tu répondais? Ah bah, je répondais pas. Ah, idiot, faut toujours répondre. Une autre fois, c'était l'envers. On avait dit « Non, ça va pas pour nous. » Ah, pourquoi ça va pas pour nous? Mais alors là, t'as parlé? Ah bah oui, là, j'ai vraiment parlé. Mais oui, mais t'as peut-être trop parlé. Ah bon, alors une fois, je parlais pas assez, l'autre fois, je parlais de trop. Mais de toutes les manières, je me donnais pas là-dedans. J'avançais pas là. Dans ce chemin-là, c'était pas pour moi. Mais qu'est-ce qui était pour moi? Alors ce qui était pour moi, c'était peut-être un peu l'image qu'on me renvoyait. Alors ça, je l'ai eu, même ici à la Châtre, même... Je me suis trouvé devant des bonhommes, des bonnes femmes, espèce de connards administratifs, crâneurs, ayant vraiment les moyens, si on peut dire, entre les mains. Ouais. Mais on voit tout de suite dedans. À la fois, on voit dans leurs mains, même s'ils les mettent dans leur poche, et puis on lit derrière leur front. Ouais. On les voit venir, mais... Alors, bien sûr, il ne faut pas avoir besoin d'eux, parce que si on a besoin d'eux, à quoi ça sert d'avoir vu? Il vaudrait mieux pas avoir vu, pas avoir compris. Et puis c'est ça partout. C'est même ça quand on prend une feuille de papier puis qu'on veut coucher 2 mots dessus. C'est pareil. C'est retourner à l'intérieur d'une coque qu'il faut. Ouais. Alors je me trouve devant un de ceux-là. Je ne sais pas pourquoi. À l'occasion d'un bout de papier dont j'ai besoin. Il me regarde, je le regarde. Ou bien il baisse les yeux, ou bien il me dit j'ai pas le temps. Il y a bien quelque chose derrière. Ça a toujours été ça. Mais il arrive aussi, effectivement, que ça cède. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin de ça. On me le donne immédiatement. On me raccompagne. Il y a même comme des égards envers moi. Pourquoi? J'ai rien fait de plus. J'ai rien fait de moins.
Je suis pas rentré en disant vous me dégoûtez. Pas du tout. Je suis... Bah, je sais pas comment je suis. Je me vois pas. Je vois seulement le résultat en face. Et je comprends jamais. Je sais pas si j'ai raison, mais... D'ailleurs, c'est pas venu vraiment de moi, ça. C'est venu de cet ami qu'on avait qui était à Limoges, qui est mort maintenant. Georges. Ouais. Souvent, il disait « Je ne suis pas de ce monde. » Ouais. Mais avant de le rencontrer, et après l'avoir rencontré et entendu dire ça, je m'étais déjà dit que ça ne m'intéressait pas. Oh, ça, c'est assez voisin. D'ailleurs, sur beaucoup de points, lui et moi, Cécile le disait d'ailleurs, nous étions très proches, très très proches. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce genre d'affirmation, si ça me prenait le matin, au moment où, après je ne sais quoi, je me mettais à ma table, c'était une affirmation qui m'avait fait tellement mal. Je sentais non pas la difficulté, je sentais l'impossibilité. Pour toute la journée, sûrement. Même si Cécile montait et me disait « Oh, je te comprends, je t'ai entendu ce matin quand t'as dit encore ça. Faut pas. » Ouais. J'avais une journée lourde, chargée, et qui prenait place dans mes articulations. Ma main n'obéissait pas. Elle qui aime tellement obéir. Elle qui est une sorte de chienne fidèle. Qui veut tellement m'aider et me faire plaisir. Ben, quand je dis que ça ne m'intéresse pas, je suppose qu'elle le prend aussi pour elle. Alors je vais passer ma journée comme ça. Ma nuit suivante comme ça aussi. J'aurais pourtant tellement voulu que ce monde-là soit soi-disant le mien, qu'il m'intéresse. J'ai un peu fait pour qu'il m'intéresse. J'ai pas tourné les talons. Même en étant petit, je tournais pas les talons. Et en devenant un adolescent, je voyais un peu comment ça tournait dans la machine, mais j'étais sûr que tout n'était pas râpé. Pas possible. Je savais pas que moi j'étais soi-disant artiste déjà en herbe. D'ailleurs, est-ce que je suis artiste? C'est bien une question que je me pose de temps en temps. Si c'est ça être un artiste. Quand je regarde autour de moi, comment sont les artistes? Ceux qui se disent artistes et ceux qu'on dit artistes. Comme personne ne se ressemble, c'est normal que tout soit différent, mais quelle différence entre cette masse de types et moi? Ceux qui cavalent derrière le cul des autres, ceux qui disent hey, je suis là, faut pas m'oublier. Ouais. Et puis les types comme moi. Ouais. Alors comme je vois personne, je sais pas s'il y en a beaucoup comme moi, mais je crois pas. Puis moi, c'est pas un désir, c'est pas une décision qui a été prise, c'est... J'en sais rien pourquoi. Je suis même pas sûr d'avoir raison si je dis... C'est parce que je suis né en quelque sorte en bas, en dessous de tout le monde. J'ai jamais souffert de ça. Jamais. Tu m'entends? Alors, bon ben... Alors, même si j'ai attendu à un moment, et attendu, un peu comme une jeune qui a absolument envie de connaître, qui ne sait pas où se mettre pour que ça s'opère, pour que la rencontre se fasse. Il y en avait dans le quartier comme ça, d'un seul coup. D'un seul coup, elles avaient 14 ans. On les trouvait dans une rue, appuyées à un mur. C'est formidable, ça. Dans la rue du Port, c'était la plus vieille rue du coin. Là, il y avait 2, 3, des bistrots. Il y avait un cabaret, mais c'était le bordel. Les putes se mettaient dans la rue, s'appuyaient au mur, fumaient une cigarette. Ou bien elles marchaient en se tortillant.
avec un châle sur les épaules. Puis tout à coup, on voyait une fille, on était allé à l'école avec, on connaissait son père, sa mère. Jamais un mot, jamais un regard, jamais rien, toc, dans la rue, appuyé à un mur. Pas dans la rue du Port, dans une autre rue Escudier, rue Paulbert, là où il n'y avait pas encore de bordel. Pourquoi elle s'appuyait là au mur? Elle voulait à tout prix faire une rencontre. Elle aussi, elle voulait que ce monde-là, ça soit le sien. Sûrement. Alors moi aussi, j'avais qu'à m'appuyer le long d'un mur et puis attendre. On nous a tous plus ou moins poussés. Moi, on m'a peu poussé. Moi, on m'a peu poussé à croire. À croire que il faut que ça devienne notre monde à nous. Mais bien avant que je devienne soi-disant ce que je suis, j'ose pas dire que je sois artiste, mais c'est sûr que j'aurais voulu avaler en croyant que tout ce qui avait été dit autour de moi, à moi, même quelquefois à moi tout seul, on me disait viens, écoute. Il y avait des copains, il y avait un copain de mon père, un type qui s'appelait la Denisard. Denisard, je sais pas où il était. Il y en avait un autre qui s'appelait Deniso. On s'amusait, c'était pas du tout la même famille. Mais Denisard, il m'avait dit une fois, viens à la maison. Faut que je te parle. Ah ben, faut que je te parle, j'y suis allé. J'étais pas contre. J'avais déjà commencé à travailler. J'avais fait l'essai dans la Guttaperca, puis j'avais arrêté. Puis j'étais tombé malade. Et puis quand j'étais en train de me remettre, alors bien sûr, on disait, il faut qu'on lui trouve quelque chose. Puis je faisais mes cours, là, à ce moment-là, le soir. J'étais encore à la cave, à ce moment-là. Il a fait 36, 36, 37. Alors Denisard, il me dit, viens à la maison. Alors j'ai dit à mon père, il y a ton copain, il m'a dit que j'aille chez lui. Lequel? Denisard. Denisard ou Deniso? Non, pas Deniso. Denisard. Oh bah tu peux y aller. Alors ma mère, elle a demandé, c'est qui Denisard? C'est celui qui est là-haut avec sa femme puis ses deux gosses dans une chambre de bonne. Je t'ai déjà dit. Il travaille chez Pourquin. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Oh bon, on était ensemble. C'est lui qui m'a appris quand je déchargeais le bois là sur le port à Boulogne. Un jour, il m'a dit, si tu veux, on embauche. C'est moins crevant que de faire le débardeur. Puis tu dois bien savoir planter des clous. Alors mon père y était allé. Il avait planté des clous. C'était les premiers HBM et HLM. Ils avaient construit ça pas très loin de chez nous. Un sacré bâtiment. On était sûr que c'était vraiment que pour les riches. Oh, c'était sûrement pour des types qui étaient plus riches que nous. Alors il fallait parqueter. Mon père, il est devenu parquetteur. Tout de suite, il a fait, non pas fortune, mais il a été reconnu comme un bon ouvrier. Il était très adroit. Il savait pousser la lame de parquet. Au lieu de mettre 10 clous, il n'en mettait que 2. Dommage. Il n'y a pas de raison qu'il fasse ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faisait une pièce et demie. Au lieu d'en faire une par jour, il en faisait une et demie. Ça lui était payé un peu plus cher. Après, il a arrêté. Il a dit, c'est des conneries, je suis en train de couler les autres. Seulement, il gagnait moins. Alors, il travaillait avec Denisard. C'est Denisard qui l'a formé, qui après a bien coupé les planches. Alors, il dit, ouais, tu peux aller le voir. C'est bien. Il va vouloir te trouver quelque chose, tu verras. Alors, Denisard, il était devenu compagnon. Je vais voir Denisard. Denisard, il me fait rentrer chez lui, une petite chambre de bonne. C'est marrant, c'était clair, mais c'était la même chose que nous à la cave. Lui, il était tout en haut, mais c'était petit. Il y avait 3 lits. La table, comme il était menuisier, il était malin. Il avait fait une table qui se rabattait le long du mur. Parce que sinon, avec la table, on ne pouvait pas passer. Hein. Il fallait qu'on tire la chaise et puis il relève la table. Puis il y avait un pied. Puis il fallait pas faire le con. Il disait, il avait mis une cale par terre. Il dit, si tu tires sur le pied, tout tombe. Hein. Mais c'est tout calculé. Il envisageait de la tenir par le plafond. Alors il me dit, tu veux t'asseoir sur le lit ou tu veux t'asseoir là? Moi j'aimais les lits. J'ai toujours aimé les lits. Alors j'ai dit, je me mets sur le lit là. Eh ben tiens, mets-toi là. Ça c'est le lit de ma fille. Je la connaissais pas, sa fille.
Mais il y avait des photos. Je dis, ça, c'est qui? Bah, c'est elle. Et puis à côté, là, bah, c'est les deux gars. Et puis là-bas, bah, ça, c'est l'aîné, il travaille déjà bien. Puis il dort mou. Ah, bah, les deux plus jeunes, ils dorment là, dans le même lit. Mais il est petit. Non, il y en a un à la tête, l'autre au pied. Ouais. La fille, elle dormait aussi dans un autre tout petit lit. Puis le grand, ben, il se démerdait. Des fois, il dormait là, des fois, il dormait ailleurs. Et puis monsieur et madame Denisard, ils avaient leur lit. Un lit qui se relevait aussi. Ça s'attachait, il y avait un crochet, tu vois, j'ai mis ça là-haut. Ça me rappelait un peu la chambre de bonne de l'oncle. C'était plus propre que chez l'oncle. Mais c'était à étouffer, là. Et je lui ai dit, il n'y a pas d'air, hein. Ah, toi, t'as besoin d'air, bien sûr. Ah, ici, il n'y a qu'un vasistas. On va l'ouvrir, attends. Puis avec ça, ils fumaient tous. Alors il me dit, écoute, j'ai pensé à toi. Il faut que tu te prépares à quelque chose. Tu peux pas rester sans boulot, tu le sais bien. Mais j'en cherche. Non, mais c'est pas en chercher qu'il faut. Il faut se préparer à ça. Ben, je dis oui, mais ça y est, j'ai trouvé. Je vais prendre des cours au soir et c'est décidé, je vais faire l'électricité. Et puis il paraît que je pourrais aussi faire en même temps. Ils disent parallèlement. Bronziste. Ah, bronziste, ça sert plus à rien, mon petit. Si tu veux te mettre là-dedans, ce qu'il faut, c'est préparer un peu son métier, puis surtout, je vais te dire, des gens comme nous, il faut quand même qu'on croie à ça. Ah voilà, c'est tout. Il était venu me dire seulement ça. J'étais venu là pour ça. Entendre, il faut croire à ça, à croire à ça. Ça, c'est la vie. Il faut croire à ça. Il faut avoir quelque chose dans les mains, et puis après, ben, il faut aller se frotter. Puis il s'est levé, il m'a dit, allez, je te laisse rentrer chez toi. On en reparlera. On n'en a jamais reparlé. C'était pas la peine. J'avais compris que je pourrais pas. Que déjà, ça se bouchait. Pourtant, c'est vrai. J'avais voulu croire, j'avais voulu avaler la soupe. Hein. Et c'était pas une mauvaise soupe. Pourquoi ça serait une mauvaise soupe? On ne sait pas ce qu'on est en train de couver en soi. De la même façon qu'on ne sait pas que sans même boire, on va devenir malade. On va pas devenir alcoolique si on ne boit pas, mais sans même fumer, on pourrait se faire quelque chose à la gorge. Ouais. Sans même rien faire, on ramasse. Tout de même, j'étais préparé à rien du tout. Et puis je vois bien, même encore aujourd'hui, que la préparation, ça veut rien dire, c'est un bluff. C'est un mensonge. S'il se lève quelque chose en soi, à la préparation, le seul intérêt qu'elle ait, à mes yeux, et encore maintenant, c'est d'empêcher que la graine se lève en vous. Ça, le résultat d'une bonne préparation, de bonnes études, c'est pour vous les couper. Oui. Vous allez devenir docile. Vous serez même autre chose qu'un bon chien. On ne vous demande pas de vous coucher. On vous demande de vous lever. Oui. Alors cette préparation, il y en a qui peuvent, et puis il y en a qui ne peuvent pas. Il y en a qui la croisent et il y en a qui la croisent pas. Ben moi, ça a été tout ça. Alors bien sûr, j'y allais pas vers la préparation, encore que oui, mais j'y allais en voulant. J'y mettais même par moments une certaine intensité. Je voulais bien réceptionner ce qu'on me disait. Les premières minutes de la rencontre, de l'entretien, de l'explication, même quand on me disait, alors tu vas faire ça, voilà, là, tu as un schéma,
tu vas de là à là, tu mets tes 4 boutons en bas, là il faut que tu descendes tes lignes, là il y a des grosses prises parce qu'on va mettre des bécanes. Bon. Ben, il fallait qu'on arrête à ce moment-là. Il fallait qu'on arrête, et puis moi, ben, je composais. Alors si je composais puis que ça allait à peu près dans les plans de l'autre, ça va. Mais si j'avais composé puis que ça allait pas, je passais à la caisse. Ordinairement, je passais pas à la caisse, j'étais viré, et puis c'est tout. Et pourtant, je le redis, il y avait de l'intensité chez moi. Je ne cherchais pas du tout à me singulariser. Mais pas du tout. Mais toutes ces paroles qui tombaient autour de moi, lorsqu'elles étaient en moi, si je ne sentais pas la déchirure qu'elles provoquaient, j'étais comme on est quand on a une indigestion. La nourriture ne voulait pas passer. Ce qui passait, ce qui était vital, car c'était peut-être encore la seule chose à laquelle je pouvais m'agripper, c'était ce que j'entendais, dit quelquefois par des lèvres tordues d'alcool, par un clope, par mon père, par ma mère. Dans la rue, la violence quelquefois, ou bien un chant crié par un pochard. C'était peut-être ce qui me parlait le plus. C'est pas que j'avais envie de devenir pochard, clochard. J'ai jamais caressé l'idée de devenir un voyou. J'ai jamais pensé que je pourrais rentrer par hasard dans une pièce où la porte n'était pas fermée à clé, puis fouiller dans les poches et ressortir. Ça se faisait, hein? Un métier, ça. Pas pu. Je pourrais pas faire ça. Ce que je croisais, qui parlait, qui disait vrai, le seul qui me parlait, la seule chose qui parlait en moi, confusément. Mais c'était tellement enfoui, j'avais tellement de difficultés, non pas à aller le saisir, la saisir, mais la seule chose qui parlait, c'était, je vais dire, c'était ma langue, mais je ne pouvais pas me dire que c'était ma langue. D'abord, c'était pas ma langue au sens où j'avais pas de langue encore. Mais j'allais l'avoir, ma langue. Puis je le savais pas. Puis personne ne le sait, on le sait jamais, ça. Alors, puisque je vois, j'ai vu après, 10 ans plus tard, j'ai vu que je n'avais pas jamais cherché à me singulariser. Et puis 10 ans encore après ça, c'est-à-dire quand j'ai eu 30 ans, 40 ans, j'ai jamais cherché à me singulariser. Jamais. Je n'ai pas cherché non plus à passer inaperçu. J'ai tenu à mettre, je sais pas moi, à mettre quelque chose entre ce qui est à côté de moi et moi. Lentement, très lentement, j'arrivais de temps en temps à apercevoir des petites choses qui brillaient, qui m'intriguaient. Il a fallu des dizaines d'années pour que ça devienne ces espèces de petites lueurs là, pour que ça devienne petit à petit. Quoi? Que je ressente, que je m'arrête pour la première fois. C'est même pas ce que je vais dire. Je sais ce que je vais dire. C'est pas vrai encore. C'est pas encore juste. Mais j'ai pas un autre mot. Petit à petit, après des années, j'allais ressentir, non, je sais pas. J'allais entrevoir alors, mais ça s'entrevoit pas non plus. Ce qui s'appelle une émotion. Voilà. Mais je pouvais pas nommer. Puis de toute façon, qu'est-ce que j'en aurais fait? Une émotion. Il m'arrivait de cueillir des fleurs, je les jetais. C'était ça. Il m'arrivait de marcher, puis d'être... Et même encore maintenant.
Je me mets à marcher, je me trouve à Paris, je me mets à marcher comme un dératé. Je bouscule personne, mais je marche. Parce que j'ai été saisi, mais un peu fou. Pourtant, je suis tout à fait bien. Hein. Mais maintenant, bon, ben, j'avale et je digère. Ce qui était indigeste, c'est pas devenu digeste, mais ça passe. Si ce qui passait et qui était vital, parce que c'était ce à quoi je pouvais encore m'agripper, si c'était à l'époque, disons les lèvres de mon père, par exemple, il a fallu attendre longtemps pour que ça devienne les lèvres de... pour que je rencontre les lèvres, par exemple, de Cécile. J'ai rencontré d'autres lèvres qui parlaient. J'en ai encore, là, qui parlent... que je connais, que j'attends. Il a fallu attendre combien de temps? Et maintenant c'est mieux. Ce que j'ai dit, l'émotion. C'est certainement pas le mot exact. Le trouble. Être troublé. J'ai été troublé quand j'ai vu ma mère pour la première fois, que j'ai compris, que j'ai vu et que j'ai compris, j'avais vu des tas de fois, et j'ai compris qu'elle était désespérée. Quelle émotion j'ai eue là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça à 8 ans? Quand j'ai vu le petit oiseau que mon père m'avait fait tuer en me disant c'est une paire de chaussettes, tu peux y aller. J'avais mis en joue avec une carabine, tac. Et il m'a dit, en riant, va chercher ta chaussette. Oui. J'avais compris, à 1 mètre de la chaussette, en boule grise comme ça, j'ai bien vu que c'était pas une chaussette. Une autre émotion, la même mais d'une autre couleur, une autre chaleur. C'est par émotion comme ça, comme des sauts d'une pierre sur une autre, quelquefois de plus en plus éloignés, alors on risque de tomber dans le milieu. On tombe. Ça fait pas une émotion là, ça fait un choc, un coup. Il y a eu un objet, je peux l'appeler comme ça, un appareil, que mon père a fait rentrer dans la maison. J'étais encore un gosse, c'est vrai. Il avait fabriqué un petit poste à galène. Il était malin. Et il me l'avait donné, je devais avoir 9-10 ans. Et pareil, c'est un moment où j'étais fatigué, ça. Il fallait que je reste allongé. Et il me disait, ça, tu verras, c'est bien. Alors, il y avait deux petits écouteurs, un casque, qu'on se mettait sur la tête. J'avais jamais vu ça. Il y avait une petite aiguille, une petite pointe qui rentrait dans un petit bras articulé. Petite pointe avec un petit ressort comme ça. Ça avait de la souplesse. Et il fallait la prendre délicatement, prendre le petit bras délicatement, puis chercher sur la pierre qui était argentée, piquetée, comme un diamant. Puis il fallait poser là, puis 1 millimètre plus loin ou 1 millimètre moins loin, chercher. Alors on entendait des craquements dans les écouteurs. C'est une sorte de minerai magique. J'avais été heureux de recevoir ça. Mais c'est comme pour la première fois, au loin, très très loin, presque inaudible. J'ai entendu une voix, ou des voix. En tous les cas, c'était
On parlait. C'était émis de peut-être d'un autre continent. Je me suis mis à rêver. En moi, c'était ma chair qui se soulevait, mes poumons qui s'emplissaient enfin. Moi qui respirais quand même si mal. Mes poumons s'ouvraient. Ils laissaient entrer un véritable concert. Ça me transportait de là d'où j'étais, sous terre, bien plus haut que la chambre de l'oncle. Alors tu vois, j'ai toujours l'impression de m'adresser à un autre, mais c'est pas à un autre que je m'adresse en disant tu vois, hein. C'est à moi. C'est à moi que je dis bien souvent, c'est pas la peine de pousser, c'est t'as pas, tu devrais faire ça. Oh, ton dessin, laisse-le un peu tomber, sors, marche un peu. Alors, comment ça s'est entassé, par quel miracle et aussi par quelle sorte de géologie à l'intérieur, je ne sais pas comment ça peut s'appeler ça, de couches les unes sur les autres, ou bien qui s'entassent, ou bien qui se fendillent. Peut-être les deux en même temps, ça s'entasse et ça presse et ça se fendille et on descend dedans. Il y a comme un jus qui finit par sortir très très profond. Il y a une sorte d'alchimie là. Ça se fait pas tout seul, bien sûr. Mais si on est ouvert, si on est en attente, si on ne sait pas qu'on est en attente, et qu'on est là, mais dans une tristesse, on pourrait, mais il ne faut pas le faire. Alors si on ne le fait pas, c'est qu'on attend encore beaucoup plus qu'on croyait. Et si on attend plus qu'on croyait, c'est qu'on commence à croire que, comme la petite aiguille sur le poste à galène, on va prendre le vrai message. On va le recevoir presque pour soi tout seul. Il y a quelque chose qui émet quelque part et tu l'as chopé. Alors ça, je l'ai attendu. Je l'ai attendu quand j'ai eu mon poste à galène, ça. Mais après, j'avais un véritable poste à galène ambulant dans ma tête, dans mes yeux, dans mes oreilles, dans mon ventre, dans mon sexe. Oh, mon sexe. J'ai été tellement malheureux, là. Tellement. L'aventure avec mon institutrice du 3e étage. J'avais pas 11 ans quand elle a essayé avec moi, puis elle a réussi. En très peu de temps, je me suis échauffé, c'est venu. Tout ce qu'elle avait réussi à faire. Mis à part que j'avais découvert que ça pouvait être sale, que j'étais utilisé comme un manche, mais que j'en tirais un certain plaisir. Quelquefois, je mangeais du gâteau. Ça a donné comme suite, encore été malade. Et puis après, je fuyais, je m'écartais des filles que je rencontrais. J'avais mal au ventre. Quand j'en rencontrais une, j'avais comme mal au ventre. J'avais perdu l'émotion. Mon poste à galène ne se branchait plus sur les filles. Sur personne, d'ailleurs. J'étais devenu on ne peut plus seul après avoir rencontré les divines caresses d'une femme de 30 ans. Hein. La vraie émotion que j'ai eue, c'est quand, dans l'usine, on m'a dit, dis donc, si tu veux, on pourrait parler. Et puis que quand on a parlé, et qu'on a parlé encore et encore et encore, que le type, il s'était comme branché lui aussi sur mon poste à galène. Il m'a dit, et si on faisait ça ensemble? On est plusieurs, on fait un groupe. Là, j'ai une émotion. Une vraie émotion d'homme. Elle venait par un autre, qui m'avait plus ou moins choisi. Et qui me disait, tu ne rencontreras pas les autres. Tu les rencontreras seulement quand il faudra les rencontrer. Et c'est pas pour demain. Il n'y en a qu'un que tu connais, c'est moi. C'est tout.
Quelle émotion! Comme j'ai bien digéré son message quand il m'avait parlé. Mais je peux dire aussi quelle grande émotion quand mon père me parlait de son cheval et qu'il se couchait contre lui, puis que le cheval il pissait, qu'il l'éclaboussait et que il me disait tu m'excuseras hein gosse, mais j'aimais bien quand Charlot il pissait. Quelle émotion aussi là de l'entendre dire ça. Et ma mère qui dit passez-moi vite la cuvette, j'ai besoin de vomir, puis qui crachait un paquet de sang. Quelle émotion! Alors, tout ça, on peut les ficher avec une petite note. Mais à 10 ans, 12 ans, 15 ans, 16 ans, les petites notes, on ne tient pas de notes, on n'a pas de carnet. La première petite souris que j'ai mis dans une boîte d'allumettes, puis que j'ai gardée longtemps dans ma poche. Elle puait un peu, mais pas beaucoup, elle était tellement petite, tellement maigre. Il n'y avait rien à manger là où ils allaient. Il aurait fallu qu'ils montent dans les étages. Une souris qui venait dans la cave et qui essayait de manger ce qu'il y avait. C'était la misère. Elle se mettait au chômage, la pauvre. Ah, je l'ai gardée dans ma poche.